Bonjour tout le monde, Fred Savard avec vous pour ce 3e épisode de la saison 5 de la balado. Je fais une courte introduction pour vous rappeler la campagne de financement qui va très bien. On est presque à 52%. On a dépassé la moitié de l'objectif. Tous les détails sont sur le fredsavard.com. N'attendez pas trop pour supporter financièrement ce projet, si vous trouvez qu'il le mérite. Épisode où je rencontre, entre autres, Alain Vadeboncoeur. Je devais le rencontrer chez lui, à Longueuil, parce que c'est pas si loin de Montréal. Puis des fois, quand la personne ne peut pas se déplacer, je me dis, avec ma toute petite console qui est faite pour ça. Mais malheureusement, température et conflit d'horaire et tout, bon, on le fait à distance. Mais je suis très content de recevoir le docteur Vadeboncoeur qui a publié Prendre soin il y a quelques temps. Alors, c'est la raison pourquoi je l'ai invité à la balado. Belle réflexion sur le système de santé. Sinon, Hélène Faradji est enfin là. Percutante chronique sur ce qui se passe en Iran, entre autres, et réflexion aussi sur la colère des femmes. Et on a également la sociologue Barbara Thériault qui vient nous présenter le magazine Ziggy, magazine de sociologie. Et là, vous allez voir, c'est très drôle. Il y a deux choses. Premièrement, Alain Vadeboncoeur, pour une des rares fois, on se tutoie dans cette entrevue-là. Ça se peut que ça revienne, c'est drôle parce que, tu sais, on a déjà parlé souvent, le vouvoiement, c'est plus simple, tout ça, puis je sais que les gens aiment ça aussi parce que quand on l'a pas fait, souvent je reçois 2 ou 3 courriels pour me le dire, mais là, je pense que des fois ça se pourrait, mais je sais pas trop. La saison 5, c'est cette saison où je brasse les cartes et que je réfléchis à tout ça, puis c'est pour ça qu'il y aura un sondage. Je dis sondage, mais ça va être plus large que ça. Je remercie les gens qui m'ont déjà écrit sans attendre le dit sondage, mais ça ne sera pas vraiment un sondage, ça va être autre chose. On va en parler dans 2 semaines à peu près, avec une équipe qui m'a offert leur service. C'est vraiment intéressant, puis ça va impliquer possiblement une rencontre avec la communauté des auditeurs qui sera enregistrée au mois de janvier et qui sera un peu le point culminant de cette opération-là pour sonder la communauté par rapport à la balado, puis comment vous la voyez évoluer dans les prochaines années. Fait que je suis vraiment excité. J'ai eu déjà une réunion, on s'est parlé au téléphone avec cette équipe-là. Je vous en dis pas plus parce qu'ils vont venir présenter la chose, mais c'est vraiment intéressant. Donc, Alain Vadeboncoeur et moi, on se tutoie. Et ça, c'est très drôle parce qu'elle vient présenter le magazine de sociologie Ziggy, qui va paraître... lui c'est 2 numéros par année. Bon, vous savez, je le fais avec l'Être québécois, je le fais avec l'Inconvénient, puis je vais le faire avec d'autres parce que j'aime bien que la balado soit une vitrine. Puis en même temps, ça permet un échange de bons procédés puisque souvent, je le fais en échange d'une pub dans ces revues-là et ces magazines-là. Et là, vous allez voir parce que c'est une prof de socio qui a un parcours vraiment particulier et qui est coiffeuse en même temps, mais c'est dans une démarche sociologique. Et vous allez voir, dans cette entrevue-là, elle me soumet une idée, puis je vais vous en parler à la toute fin. Alors voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour commencer. Donc, on est prêts. Allons-y pour cet épisode de la balado, semaine 3, saison 5. Alors, on retrouve avec beaucoup de plaisir Hélène Faradji. Salut! Salut Fred, comment ça va? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Trop longtemps. Bon, voilà, vous êtes là. Voilà. Et vous vouliez parler, et ça tombe bien, puis en même temps, c'est triste, parce que votre sujet est encore d'actualité. Oui, c'est ça, exactement. J'ai gardé la même chronique que celle que j'avais prévue pour la semaine passée, ce qui est déjà un indicateur que les choses vont pas très bien. Non, mais... Ceci dit... Oui. Il y a de l'espoir. Il y a toujours de l'espoir. On parle de l'Iran. On parle de l'Iran, entre autres. Mais d'abord, je veux vous dire, je suis vraiment contente de vous retrouver. Oui. Mais pas juste vous, Fred. La balado, les auditeurs, les auditrices, parce que c'est un petit rendez-vous qu'on a où on a le droit et le temps de penser. Surtout le temps. Et ça fait beaucoup de bien. Puis je suis aussi contente parce que ça fait quand même longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Oui, c'est vrai. Et quand ça arrive, forcément, l'envie me prend toujours de faire un petit bilan. Oui. Les choses mijotent, etc. Et cet été-là, il a été, disons... haut en rebondissement. Oui. Je vous ferai pas un retour sur les élections parce que qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Non. On a pris les mêmes, on a recommencé. On continue. On s'est assis bien carré sur l'idée de changer le monde. C'est le nouveau ancien Québec. On peut appeler ça comme ça. Arc. On peut juste se consoler en se disant que écoutez, au moins c'est pas Giorgia Meloni. Non. C'est à peu près le seul. Il paraît qu'elle n'est pas si pire. Elle n'est pas si pire. J'ai lu ça quelque part. On attend de voir jusqu'à quel point elle n'est pas si pire. Mais non, c'est ça, mon regard a eu envie d'aller vers ceux qui n'ont pas abdiqué, comme nous.
Et il va aller vers l'Iran, ou en tout cas ce qu'on peut en voir, parce que vous le savez, depuis que les révolutions ont éclaté dans les rues de Téhéran, d'Ispahan, de Saqqez, à la suite de cet assassinat insensé de Mahsa Amini, 22 ans, le 16 septembre dernier, parce qu'elle portait mal son voile. Depuis ça, le régime a décidé de couper l'accès à sa population à Internet. C'est là qu'on crie tous bien fort « Vive les VPN !» Ils ont appris de leur leçon de 2011. Exactement. Et si vous voulez bien, je vous inviterai à aller lire un article de Wired, que je vous donnerai le lien. Oui, j'aimerais ça, oui. Qui s'intéresse aux différents défis, notamment technologiques, auxquels font face plusieurs pour essayer de contourner cet embargo numérique. C'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on pense. Et Hélène, c'est aussi par rapport à nous, ce qu'on reçoit aussi de là-bas. Puis depuis la guerre en URSS, mon Dieu. En URSS? Ça va, Fred? J'ai trahi mon là. Je suis en train de lire, j'ai commencé à lire L'opium des intellectuels de Raymond Aron hier. Revenez en 2022. Oui, voilà. Non, mais pas que je me méfie de l'actualité nationale, mais forcément, on n'a pas le choix de faire attention à ce qu'on voit. Il y a un biais, puis il y a surtout un enjeu par rapport au contrôle qu'on peut avoir sur Internet. Alors, vous savez, Elon Musk avait dit « Non, mais attendez, moi, je vais leur redonner accès à Internet. » Cet article de Wired nous explique pourquoi il ne le fera pas. Parce que on va le partager. Là. C'est pas possible. Donc, accès limité, mais tout de même, on a accès à quelques petites choses, dont ce slogan « Femme, vie, liberté » qui retentit jusqu'à nous, que les Iraniennes et les Iraniens scandent dans les rues, écrivent sur leurs t-shirts au péril de leur vie pour avoir droit à une vie digne, juste, libre. On a aussi entendu cette très très belle interprétation de Bella Ciao, un chant de résistance au fascisme qui a été repris par une jeune chanteuse qui a inondé nos ondes en attendant justement que cette chanson retentisse à nouveau dans les rues de Rome ou de Turin. از گلوی تو تا صدای ما بلا چاو بلا چاو بلا چاو 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 میپریم از خواب یه شب مهتاب یکی میگه آی آدم ها یا همه با هم یا همه تنها ما که بیداریم تا فردا. Je savais pas que c'était un chant... contre le fascisme. Ben oui, mais je pense que c'est parce que moi, je l'ai entendu de Marco Cagliari. Je pensais que c'était une chanson en attendant le dessert chez Pacini. Ça a pu être ça aussi, mais originellement, c'était contre le fascisme. Okay. Ça a un petit peu plus de panache aussi que nos jérémiades sur le troisième lien. Oui, mais voilà. Bon. Ceci dit, pour vous parler de ce qui se passe en Iran, il faut que je remonte un petit peu parce que ce mouvement des femmes iraniennes, il est en réalité le plus récent palier d'une grande et nouvelle internationale que j'ai envie d'appeler la colère des femmes. Puis probablement qu'au cours de la saison, je vous ferai différents chapitres de cette internationale-là. Ben oui. C'est une colère qui palpite, qui bouillonne, qui crie, qui en peut plus de se faire dire quoi faire, comment le faire, quand le faire, qui refuse que maintenant les femmes soient une marchandise comme les autres, qui s'insurge contre les mains au cul, les « c'est pas de ma faute, monsieur le juge, elle portait une jupe », contre les agresseurs qui ne sont pas condamnés pour protéger leur carrière. C'est une colère, en fait, Fred, qui est une étape après le ras-le-bol. Ce ras-le-bol qui s'exprime avec de plus en plus de force depuis très longtemps, mais encore plus vivement depuis la réexplosion de MeToo en 2018. Et vous allez voir, on va revenir à la culture, parce qu'avec la culture, on parle de tout, et tout parle de culture. Je réalise que même si elle est plus vive que jamais en ce moment, cette colère des femmes, on ne sait pas très bien comment la prendre. Ou, plus exactement, on ne sait pas très bien comment l'entendre. Vous avez remarqué, bien sûr, que ce mouvement des femmes iraniennes, d'abord, on en parle à peine ici. Ouais. Et je pense que je sais pourquoi. J'ai une hypothèse, en tout cas. C'est que la colère au féminin, elle a souvent été dans notre paysage culturel, mais dans une version qu'on va dire fantasmée. Ouais. Par exemple, Ingmar Bergman. On a souvent dit que c'était le grand cinéaste des tourments de l'âme féminine, il a beaucoup traité cette question de la colère, notamment au sein du couple, mais ça a toujours été dans une version froide, glaciale, avec des regards, des silences de mort, des phrases assassines, ce qui, au fond, se résume assez facilement par cette idée un peu cliché de la reine des glaces.
On a aussi le film noir, qui est le grand genre hollywoodien des années 40-50, qui lui a fait de la colère féminine le moteur de la femme fatale, vénéneuse, manipulatrice, vengeresse. Puis ici, au Québec, on a la crise de colère. L'hystérie. L'hystérie. Ça a beaucoup été fait par Almodovar aussi, où l'émotion au féminin, ça se vit avec des cris, des bouillons, du rouge, une colère très explosive, que des cinéastes ici n'ont pas hésité à illustrer aussi en l'attirant même vers le comique. À moins que le rire naisse de notre malaise de voir une femme qui sort de ses gonds, donc de la norme, elle aussi fantasmée de la douce épouse, mais ce sera le chapitre 2 de La colère des femmes. Alors si vous vous demandez de qui je parle, on va écouter d'abord ça. J'ai pu observer. Il me semble que votre garçon, je sais que vous êtes une mère monoparentale, mais vous ne trouvez pas qu'il pourrait profiter d'une présence masculine dans la maison de temps en temps? Une petite touche d'autorité masculine, ça ferait du bien. Vous trouvez pas? Ah ben, c'est le bout de la mort d'effronter personnages. Pour qui tu te prends, toi, Chris? Tu vas-tu me donner un cours de maternité 101? J'ai grandi avec une mère maniaco-dépressive qui a passé la moitié de sa vie dans une chambre d'hôpital. J'ai marié un lâche qui m'a dompé sous prétexte qu'il n'était pas à la hauteur de son rôle de père. Ça fait à peu près 15 ans que je me lève à 5h30 tous les matins, 5 jours sur 7 pour traverser le petit pont Champlain à Amande qui est toujours jamais pour qu'il mange puis qu'il aille à l'école, cet enfant-là. Écoutez, madame... Non, ta gueule! Maudite gang de machos! Vous êtes bien bon pour tirer sa gâchette pour nous juger, mais vous êtes là pour vous pavaner avec vos petites cravates à motif de box body, puis vous êtes même pas capable de pas crisser vos bobettes rouges dans une brassée blanche. Ça, t'as des barreaux, toi, calice! Ça fait que tu viendras pas me dire que mon fils s'est enfui parce que je suis une mère monoparentale, OK? Et puis on en a une autre aussi, on va l'écouter. Toi, là, t'as tellement la face poignée dans tes affaires, tu vois plus clair. Hein? As-tu déjà manqué de quelque chose avec nous autres? Hein? Dis-le! Ouais, mon cas. Non, t'as jamais manqué de rien, mon petit gars. Alors, regarde-toi en face, je pense pas que tu crèves de faim non plus. T'as dit que je pèse les tiroirs? T'as ta devière de garde des étoiles? On vient encore de t'acheter un nouveau bicycle? On t'a inscrit des scouts parce que monsieur aimait plus ça le baseball? Toutes tes crises d'affaires, tu te demandé, tu te écœurais avec jusqu'à temps qu'on te les achète, les as tout eu. Tu finis toujours par tout avoir ce que tu veux. Pis t'en as jamais assez! À le lendemain, tu recommences! Je veux ci, je veux ça, pourquoi si moi je l'ai pas? T'es rendu compte à quel point tu nous épuises avec ta maladie de toujours demander des affaires? Ouais, Anne Dorval et Sandrine Bisson dans les films de Xavier Dolan et Riccardo Troggi. Alors, bien sûr, c'est juste quelques exemples et comme à toutes les règles, il y a des exceptions. Mais moi, ce que je constate, c'est que depuis 2018, quand la colère des femmes est exprimée directement par les femmes, elle ne correspond plus à ces représentations-là. Par exemple, cet été... En tout respect pour le jeu qui est formidable, des comédiennes qu'on vient d'entendre, qui est extraordinaire. Mais c'est vrai qu'on est un peu dans le registre caricatural. Et que c'est du fantasme. Oui. C'est ça, c'est une colère qui n'est pas nécessairement celle qui correspond à la réalité des faits quand elle s'exprime directement par la bouche d'une femme. Et c'est une colère de l'intime. Évidemment, lié à la maternité, bien sûr. Voilà, c'est pas une colère sociale. Non, bien sûr. Comme ce qui se passe en Iran. Voilà, comme ce qui se passe en Iran, comme ce qui se passe aussi dans ce livre que j'ai lu cet été, absolument palpitant, qui s'appelle MeToo, l'enquête qui a tout déclenché, signé des 2 journalistes du New York Times, Jodi Kantor et Megan Twohy. C'est elles qui, évidemment, ont révélé l'affaire Weinstein. Elles nous expliquent dans ce bouquin-là comment, avant ça, tout est né de l'affaire Trump et comment tout a continué avec l'affaire Kavanaugh. Vous vous souvenez de ce juge à la Cour suprême qui, lui aussi, avait été dénoncé puis ça n'avait rien donné, évidemment. Mais ce bouquin-là est absolument palpitant. Mais ce qu'on lit sous leur plume, c'est que cette colère des femmes, elle s'est déversée dès qu'une vanne a été ouverte, oui, mais qu'elle a souvent été accompagnée de peur. Parce que des années et des années de domination ont fait internaliser aux femmes le fait qu'exprimer leur colère, c'était se mettre en danger. C'était risquer de prendre des coups, se faire rappeler que ce n'est pas naturel pour une femme d'être en colère. J'ai aussi lu l'extraordinaire Cher Connard de Virginie Despentes, qui, elle, prend comme point de départ la colère des femmes. Elle a toujours été la grande écrivaine de la colère des femmes, mais d'habitude, elle l'explorait en tant que telle. Dans Cher Connard, elle la prend comme point de départ. Et elle en fait la base d'une reconstruction des rapports hommes-femmes et même femmes-femmes en livrant un plaidoyer pour le dialogue, pour la paix. Alors, elle ne cherche pas le consensus, elle ne cherche pas à apaiser personne, mais elle ouvre l'idée qu'être en colère ne peut déboucher sur quelque chose
que si cette colère aide à se mettre entièrement nu dans toute sa complexité, sa vulnérabilité, ses défaillances, et c'est absolument brillant. Mais cette colère des femmes iraniennes, à laquelle on va revenir, cette colère qui est payée par la vie de ces femmes-là, Faut le dire, là. je suis obligée de reconnaître que je l'avais déjà entendue, mais que comme tout le monde, je l'avais peut-être pas reconnue. Parce que depuis qu'elles sont dans la rue, depuis que ces femmes se tiennent debout comme des héroïnes, qu'elles osent ce que nous, dans notre petit confort bourgeois occidental, n'avons jamais osé. Je rappelle que le droit à l'avortement est en danger juste en bas et que, rien, il se passe rien. Il y a 2 films qui me trottent dans la tête depuis tout ça. 2 films qui parlent de colère, on va dire non explosive ou non glaciale des femmes, qui parlent de la situation des femmes en Iran. 2 films qui ont été réalisés par des Iraniennes en exil, 2 femmes qui s'éloignent donc du fantasme de cette colère froide ou explosive pour dire au contraire que la colère des femmes, c'est d'abord le grand lieu de l'imagination et de la construction, que cette colère, elle se passe différemment de ce qu'on imagine, mais qu'elle est drôlement plus efficace. Alors le premier de ces films, le plus évident, c'est Persepolis de Marjane Satrapi, d'abord une BD en 4 tomes, qui a été adaptée en film avec Vincent Paronneau en 2007, où elle raconte sa vie avec un dessin en noir et blanc très clair, très simple, une vie qu'elle raconte de 1978 à 1994, période qui a été marquée par de grands bouleversements en Iran, la destitution du Shah, la guerre Iran-Irak, l'instauration de la République islamique, autant d'événements qui ont plongé le pays dans une succession de crises terribles avant que Marjane ne soit envoyée en pension à Vienne. On va écouter un extrait. Quelques-uns. Waouh, balèze. Dès que je dis d'où je viens, on me regarde comme si j'étais une sauvage. Pour eux, nous sommes tous des cinglés fanatiques qui passent leur temps à hurler en se tapant dessus. Dans la vie, tu rencontreras beaucoup de cons. Reste toujours digne et intègre à toi-même. Et l'idée de Persepolis, c'est pas de faire un pensum historico-sociologique, mais plutôt de montrer avec beaucoup d'humour comment tous ces heurts, ces bouleversements peuvent marquer la vie d'une fillette, d'une jeune fille, d'une femme, forcée à porter le voile, forcée à acheter ses cassettes de Michael Jackson au marché noir, c'était avant. Forcée... Oui, maintenant, on ne les achète plus non, du tout. Quoique, c'est peut-être encore au marché noir, mais un autre qu'on ne veut pas Dans savoir. le cas de Michael Jackson, je dirais plus le marché blanc. Ce qui va aussi la forcer à fréquenter des nihilistes punk en Autriche. Et à tomber dans Il faut fréquenter toujours, toujours, surtout en Autriche. 1 ou 2 au moins. Et ce qui va la conduire aussi à tomber dans une dépression qu'elle soignera à grands coups de cours d'aérobie. Et l'humour dans Persepolis n'a pas besoin de colorer des scènes de colère épiques, comme on l'a entendu tout à l'heure, mais il saupoudre, il révèle, il sert de paravent sans jamais nous laisser dupes, parce que oui, Marjane Satrapi, c'est une femme dont la colère n'a cessé de grandir. Et oui, l'humour, c'est bel et bien la politesse du désespoir. Ça, c'est pour le film le plus connu. Mais je vais aussi prendre le temps de vous parler d'un autre film extraordinaire qui s'appelle A Girl Walks Home Alone at Night. Une femme marche seule la nuit. Ça a été réalisé par Anna Lili Amirpour en 2014. Elle est née en Angleterre de parents iraniens. Et pour ce premier film... Lui aussi en noir et blanc, c'est peut-être une constante à explorer. En même temps, j'imagine que le noir et blanc aussi, c'est cette idée de vie monochrome. De vie monochrome. Dans une dictature de la pensée aussi. Absolument. Dans ces sociétés-là. C'est aussi quelque chose de très atemporel. Oui. Donc qui traverse les temps, C'est mais vrai. tout en instillant l'idée que les choses ne changent jamais réellement. Voilà. Donc ce film, elle a inventé une ville en Iran qui s'appelle Bad City, déjà. C'est extraordinaire. Et bien sûr, dans cette ville, tout le monde parle farsi, mais surtout, tout le monde survit. Dans un lieu qui est gangréné par la dope, par la violence. C'est du bonbon si vous aimez le cinéma. Ce film-là, il y a du Jarmusch, du David Lynch, du gothique graphique, du Robert Rodriguez, du Giallo, du Ennio Morricone, du Sophia Loren, du James Dean. Mais il y a surtout cette fille qui marche seule la nuit, recouverte de la tête aux pieds d'un tchador noir,
et qui débarrasse la ville de ses déchets. Ah ouais. Jusqu'à ce qu'elle rencontre un jeune homme qui, malgré tout, persévère à croire au bien. Cette femme, c'est une femme vampire, évidemment, et qui devient bien sûr une extraordinaire métaphore de la résistance farouche, la résistance punk à toutes les soumissions. C'est une colère féminine, cette fois, qui n'éructe pas, mais qui se bat la nuit, en silence, cachée, contre toutes les aliénations desquelles les femmes sont victimes. Alors, il y en a des tonnes de films qui ont aussi été réalisés par des hommes, des cinéastes iraniens, sur la colère de ces femmes prises au piège d'un système inique. Une séparation d'Asghar Farhadi. D'ailleurs, je ne suis pas de là. On m'a déjà demandé s'il était de ma famille. Non. Je le dis une fois pour toutes ici. Ça ne s'écrit pas pareil. Non, c'est ça. Je ne connais pas Monsieur Farhadi, mais j'aime beaucoup ses films. Mais c'est comme au Québec, les Tremblay sont pas tous des cousins. C'est ça. Les Nuits de Massad d'Ali Abbasi, Au revoir de Mohamed Rassoulov, Le cercle de Jafar Panahi. Tiens d'ailleurs, Rassoulov et Panahi sont en prison depuis le printemps dernier. Ce qui aurait pu nous mettre la puce à l'oreille, mais comme on s'intéresse rarement au cinéma dans les nouvelles, c'est passé comme une lettre à la poste. Mais je voulais quand même vous parler plus spécifiquement de ces deux films-là qui ont d'ailleurs été accusés par l'Iran d'islamophobie pour Persepolis et interdits de diffusion pour le film d'Amirpour. Parce que déjà, à l'époque, ces films-là me disaient ce que je n'avais pas su entendre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en 2022, je crois qu'il faut qu'on apprenne tous et toutes à entendre la colère des femmes, ce qu'on n'a peut-être jamais su faire. Parce qu'en l'entendant pour de vrai, en la débarrassant du cliché, du fantasme, en réalisant ce qu'elle est dans la réalité, on va peut-être enfin la comprendre comme une force vive, un réservoir de puissance hors cliché qui est capable de tous les miracles. Merci Hélène. Merci Fred. C'est important qu'on vous retrouve rapidement pour cette saison. Content que vous soyez encore de cette aventure. Toujours. Alors, c'est avec beaucoup de plaisir que je reçois Alain Vadeboncoeur à la balado. Bonjour, docteur Vadeboncoeur. Oui, bonjour Fred, comment ça va? Ça va très bien. On vous reçoit parce que vous avez publié il n'y a pas très longtemps un nouvel essai, Prendre soin au chevet du système de santé chez Lux. Et évidemment, je vous suis comme bien des gens sur les médias sociaux et j'avais envie que vous veniez parler un peu parce que j'ai trouvé vraiment cet essai-là intéressant. C'est un livre vraiment qui... Parce que tu dis aussi, regarde, tu vois, j'ai déjà pris le pli, tu dis que l'annonce de la réforme de Christian Dubé en mars 2022 a été un peu un déclencheur parce que tu as été frappé par l'air de déjà-vu de ce fameux plan qu'on nous promettait et qu'on nous promet toujours pour la réforme du système de santé. Oui, ça a été le déclencheur. Il y a toujours un déclencheur quand on fait des trucs comme ça. Et effectivement, moi, j'ai beaucoup écrit et depuis pas mal longtemps sur le système de santé. Oui. Je te dis, puis là, évidemment, il y a la pandémie. J'ai beaucoup écrit là-dessus, mais je n'étais pas retourné sur le fond de la question. Et quand le plan a été présenté, j'ai comme allumé, j'ai dit, regardons ça. D'abord, effectivement, ça me ramenait à beaucoup de choses auxquelles j'avais déjà réfléchi, que j'avais déjà été confronté, que j'avais déjà été impliqué. Et c'était des thèmes connus et je me disais, tabarouette, d'abord, il y a beaucoup de stock dans ce plan-là. Et d'autre part, ça serait peut-être le temps de refaire une petite réflexion où est-ce qu'on en est rendu en partant finalement d'où est-ce qu'on vient. Donc, en remontant un petit peu en arrière, c'est un peu ça l'angle. Puis ça m'a donné le goût de le faire parce que, tu sais, on peut toujours dire on se résigne, tout va mal, c'est la catastrophe, on va tous mourir. Ou on peut se dire, écoute, y a-t-il des choses, au moins commencer à réfléchir, mettre l'épaule un peu à la roue, puis regarder ce qui se passe. T'avances aussi cette idée que la tentation technocratique d'appliquer des recettes comptables vient peut-être du gigantisme du réseau. C'est drôle parce que tu dis aussi que Christian Dubé prétend... Là, évidemment, on veut pas critiquer Christian Dubé. Moi, j'ai l'impression que c'est un... De mon poste d'observateur de l'actualité, j'ai quand même, bien que je ne suis pas caquiste, je pense que ça les gens le savent à la balado, mais j'ai l'impression que c'est un des bons ministres de la Santé qu'on a eu dans les dernières années. Est-ce que je me trompe? Écoute, honnêtement, moi, les échos que j'en ai, c'est évidemment, il y a l'aspect extérieur qu'on voit dans les médias, tout ça. Je pense que c'est quelqu'un qui a un bon sens quand même de la vulgarisation, de rendre les choses relativement claires. Oui. Moi, je me base surtout, en fait, sur des échos que j'ai de l'intérieur. C'est pas quelqu'un que je côtoie directement.
mais les échos que j'en ai de beaucoup de sources, c'est quelqu'un qui est à l'écoute des gens, qui cherche des solutions, puis qui a le goût d'améliorer les choses avec, disons, sincérité. J'aime bien le passage dans ton livre où tu dis il pense bien connaître le système de santé, mais malheureusement, c'est probablement pas le cas. Puis je pense pas qu'il le fait par bravade puis pour montrer, mais c'est que j'ai l'impression que c'est tellement gigantesque que c'est difficile de pouvoir appréhender ça du haut d'un ministère comme celui de la santé. Bien, il y a 2 niveaux dans ce que tu dis là. Il y a une partie qui est au début du livre où je dis effectivement, puis j'ai connu la plupart des ministres de la Santé, là, j'ai eu des échanges avec, là, je les ai côtoyés, et c'est clair que c'est une immense machine extrêmement complexe sur laquelle, malheureusement, l'information n'est pas toujours claire. Ça, c'est une chose. Mais l'autre chose que je dis en conclusion du livre, c'est que Christian Dubé a été, si on veut, ministre de la Santé à une période qui est très inhabituelle, où les règles standards n'étaient pas toujours là, parce que dans le fond, on était les conventions collectives étaient suspendues, etc. Il y a eu beaucoup de choses qui faisaient que c'est pas le vrai réseau de la santé qui a dirigé pendant 2 ans, c'est celui de la pandémie. Et c'est pas nécessairement le même. Et donc, il y a 2 aspects importants à la question. Dans ce que tu dis. Tu utilises souvent des cas de patients. Puis ça, j'ai bien aimé aussi cette approche-là pour aborder des sujets plus larges. Un des premiers chapitres, c'est la continuité des soins. Tu rappelles que pour assurer une continuité des soins, et là, tu donnes l'exemple d'un patient qui arrive, puis on ne trouve pas son dossier, l'information doit arriver rapidement au médecin. Ça fait longtemps qu'on a ce problème-là d'informatiser, de centraliser les dossiers de santé des Québécois. En fait, tu donnes l'exemple que le groupe Kaiser Permanente, c'est un groupe américain, hein, c'est ça? Oui, c'est une OSBL, dans le fond, extrêmement vaste, à peu près grosse comme le système de santé québécois, qui, dans le fond, soigne un groupe de personnes. Oui. Puis, en fait, tu te demandes pourquoi on est si lent à adopter des choses qui fonctionnent bien ailleurs, et tu donnes l'exemple de cette firme-là, ce groupe en fait, eux engagent des infirmières, des médecins et s'assurent d'offrir des soins de santé dans des villes et des États complets aux États-Unis? Oui, c'est à différents endroits. C'est un immense réseau, en fait, d'hôpitaux, de cliniques, donc, mais ce qui est intéressant, c'est leur approche. D'abord, c'est très vieux, Kaiser Permanente. C'est très vieux et très innovateur, en fait, parce qu'ils sont à l'avant-garde, si on veut, de l'analyse justement des faits, des impacts, des soins, etc. Et aussi de taille, c'est énorme. C'est gros comme le Québec, même plus gros, je pense, un peu. Et donc, ça se compare un petit peu, puis il y a plusieurs personnes qui ont réfléchi au Québec, au système de santé, qui se disent c'est un modèle intéressant. Qu'est-ce qui fait, à ton avis, qu'on n'est pas capable, justement, d'innover, d'aller chercher des choses qui se font ailleurs, qu'on est toujours à promettre en campagne électorale des choses, puis que finalement, ça se réalise, c'est difficile de les concrétiser? C'est un aspect extrêmement intéressant. On a eu de la difficulté. Je veux dire, il y a eu beaucoup, si je regarde comment je pratiquais la médecine il y a 20 ans, puis maintenant, ça a beaucoup changé malgré tout. On est beaucoup plus avancé, en fait, d'accès à l'information, mais disons, on n'est probablement pas rendu au point où on devrait être, vu la complexité du système, le vieillissement de la population, la complexité des maladies, et on a échappé une coupe, parce que honnêtement, puis je le raconte un peu dans le livre, il y a eu des avancées ici qui étaient, je dirais, assez fort intéressantes, menées par des gens du Québec que je connais, là, que j'ai travaillé avec, et qui ont été, malheureusement, par des concours de circonstances, laissés de côté. Puis ça nous a fait reculer carrément sur, justement, l'intégration de l'information, l'accès aux données, etc., etc. Et je le décris, c'est des trucs très concrets. Mais maintenant, le défi d'implanter des solutions, ce qui se passe ailleurs, c'est le défi de la complexité. Au Québec, il y a beaucoup, puis j'étais exposé à une foule de projets depuis longtemps, régionaux, qui viennent d'individus ou de groupes, etc. Et la difficulté, c'est de transposer ça à une plus vaste échelle. Puis c'est toujours, ça c'est vrai dans n'importe quel type d'organisation. Tu sais, quand tu as quelque chose qui marche parce qu'il y a un cinglé quelque part qui pousse ça depuis 3 ans, puis il croit, puis il y a une équipe, etc. Mais quand tu veux en faire quelque chose de standard, de standardisé, c'est beaucoup plus difficile. Un exemple, par exemple, c'est ce qui s'est passé avec
sais, la ligne téléphonique pour les gens qui n'ont pas de médecin de famille, Oui. là, qui partaient de Rimouski. Tu sais, c'est un projet qui, à Rimouski, fonctionne très bien. Le ministre Dubé veut, avec raison, l'étendre, mais c'est pas si évident que ça. Parce qu'à Rimouski, c'est un écosystème assez particulier. La plupart des gens ont des médecins de famille, Ouais. il y a une bonne intégration des soins. Et c'est pas parce que ça marche là que ça va être aussi facile de le faire à grande échelle. Et c'est tout le défi, en fait, de mettre ces projets-là à plus grande échelle. Parce que de l'inventivité, de la créativité, il y en a au Québec abondamment, je dis. C'est juste fâchant, puis je le sais, je ne vais pas revenir là-dessus parce qu'il y a eu plein Ouais. de blagues qui ont été faites là-dessus, mais tu sais que le fax soit encore aussi utilisé dans le réseau de la santé, Mais c'est quand même ouais. capoté. Là. C'est pas un mauvais outil. Fait que le problème, c'est que c'est pas de la vraie information, mais pour transmettre une pièce d'information d'un endroit à l'autre rapidement, de façon sécurisée, c'est quand même pas pire. Ben, c'est pas pire. Le problème, c'est qu'on n'en a plus. On n'en a plus. Il y a juste les pharmaciens puis les médecins qui ont des fax. C'est ça. C'est curieux, ça. Hein? Oui. Envoyez-nous ça par fax, c'est bien. Je le trouve où, mon fax? J'en ai... Mais le problème, c'est que si tu veux faire l'inverse de ça, c'est-à-dire, par exemple, tout envoyer par courriel ou tout envoyer sur des serveurs sécurisés, ben, il faut justement que tu aies le genre d'infrastructure globale qui permet de faire ça. Et ça, c'est pas nécessairement quelque chose de facile. Donc, c'est ça, le fax, c'est comme la carte d'hôpital. Au CHUM, il n'y a plus de carte d'hôpital. Mais la carte d'hôpital, c'est pas un mauvais outil pour transmettre un bloc d'informations rapidement sur une feuille qui n'est pas dans un ordinateur. C'est une adaptation à une situation. Mais il reste qu'effectivement, on n'a pas ce qu'il faut, si on veut, pour tout faire de façon intégrée, transmettre les requêtes, les résultats, etc., parce qu'on a eu des problèmes de développement de ces aspects-là que d'autres systèmes ont très bien réussi. Puis même au Québec, il y en a des endroits où ça se passe comme ça, mais c'est un peu patché. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup interpellé dans ton essai, Alain, c'est le rôle du patient. Parce que toi, tu t'estimes... Moi, j'ai pas lu ça ni entendu ça souvent. Le rôle et un peu la responsabilité du patient aussi, qui, dans le fond, n'est pas seulement quelqu'un qui reçoit des services, mais est partie prenante du système de santé. Ben, il y a tout un virage vers le rôle du patient. Moi, je te dirais, moi, ça fait quand même 30 ans, 32 ans que je pratique. La médecine vient quand même d'un univers où c'était assez paternaliste. Là, oui, de bons docteurs. Je me rappelle bien, quand j'étais jeune, externe, mettons, on décide de ce qui est bon pour le patient, là, puis on discute un petit peu, mais la vérité, on l'a quand même. Et il y a quand même tout un mouvement qui existe, qui est très réel depuis 10-15 ans, où le patient devient un partenaire. Ceci dit, c'est un gros changement de culture, mais ça part de quoi? Ça part de la formation des nouveaux médecins. Les patients sont intégrés là-dedans maintenant. Ça part de l'implication des patients partenaires à l'université. Maintenant, il y a des groupes dans toutes les universités. Il y a des responsables de ça. Ouais. Dans les hôpitaux, c'est un peu plus lent, mais c'est la même chose. C'est tout un mouvement qui reconnaît une chose extrêmement évidente. C'est que c'est pas le doc qui va décider ce qui va arriver au patient, c'est le patient qui doit consentir et être d'accord, puis faire, si on veut, un team avec le doc et l'équipe, les infirmières, tout ça, pour décider où est-ce qu'on s'en va. Ouais. Et la façon que j'ai aussi pris ces passages-là sur le rôle du patient, c'est aussi quand même, parce que vous y accolez une réflexion, tu y accoles une réflexion sur, est-ce qu'on peut-être qu'on dépiste beaucoup trop, qu'on accorde trop d'importance au ce que tu appelles les bien portants, qui est un concept du médecin et auteur américain Norton Adler. Et pour toi, c'est les gens en santé accaparent beaucoup de ressources dans le système de santé. Ben, beaucoup, c'est un grand mot, mais en accapare suffisamment pour probablement que ça explique un peu une partie des problèmes d'accès en première ligne. Ça, c'est une vieille réflexion. Mais tu parles quand même de 5 milliards en coût, là, les soins inutiles. 5 milliards par année en coût. C'est beaucoup, ça. Mais ça, c'est pas nécessairement sur les gens en bonne santé les bien portants. Ça peut être aussi des tests que tu fais à répétition, si on veut, sur des gens malades. Oui, je comprends. Mais pour l'aspect bien portant, c'est une vieille réflexion. Effectivement, c'est Norton Adler qui avait lancé cette idée-là, mais c'est toute l'idée de la pertinence des soins, qui est aussi une nouvelle affaire en médecine. On en parle depuis peut-être une dizaine d'années concrètement. Peut-être il y a 5 ans, il a commencé à avoir des vrais congrès là-dessus, mais c'est encore tout à fait nouveau. Ça veut dire simplement, on peut-tu se concentrer sur les soins qui ont un vrai impact sur la santé des gens, c'est-à-dire soit que ça allonge leur vie, ça améliore leur qualité de vie, puis le reste, on peut-tu laisser tomber ça. Et dans laisser tomber ça, c'est quoi? C'est les bilans annuels de santé, les prises de sang annuelles, les rendez-vous réguliers, qui, en fait, il y a des bonnes démonstrations que ça ne change pas grand-chose à la vie des gens. Donc, ça ne donne pas grand-chose d'investir là-dedans. Et ça prend une partie de l'accès à la première ligne. Moins qu'avant, je pense que la médecine change actuellement de façon assez évidente.
Mais, puis encore là, si je remonte 30 ans en arrière, on était très loin de ça. Là, on commence à dire, regarde, on va voir les gens quand il y a des symptômes, tout ça, mais le reste du temps, on n'a pas besoin de les voir tous les ans là, pour leur dire bonjour. Puis, tu sais, ça dépend vraiment de qui on parle. Puis là, on parle évidemment des gens les moins malades dans tout ça. Et donc, mais il y a une transformation encore là qui, je dirais, commence autour de la pertinence. C'est un sujet extrêmement intéressant. J'avais écrit là-dessus pas mal dans mon livre des ordonnances en 2017. C'était un peu l'angle général du livre. Et j'en glisse des mots ici, mais c'est un sujet qui est à la fois passionnant et tout un défi du point de vue de comment on fait de la médecine, dans le fond. Oui, parce que tu inclus dans le rôle du patient la connaissance. Ça a l'air, tu sais, quand on le lit, on est comme, ah oui, c'est vrai, mon Dieu, c'est tellement sensé, mais la connaissance des règles de base du corps humain pour savoir si éventuellement je dois me rendre ou non à l'hôpital. Puis ça, toi, tu plaides pour que l'école, entre autres, qu'il y ait des cours au secondaire une formation sur comment fonctionne le corps humain, puis quand est-ce qu'on peut ou non aller à l'hôpital. Ben, en fait, j'essaie de trouver une façon, parce que moi, ça fait longtemps que je fais de la vulgarisation scientifique, surtout autour de la médecine. En fait, c'est probablement mon deuxième métier. Et je ne peux que compter, on parle beaucoup de l'analphabétisme fonctionnel des gens là, en lecture, mais je veux dire, si je regarde ça de façon générale sur l'aspect soins, santé, corps humain... La littératie corporelle, on pourrait appeler ça comme ça. Écoute, je sais pas s'il y a des... Mais les gens, dans le monde, dans ce que je peux en déduire, soit en parlant avec des patients, soit dans les échos que j'ai sur mes écrits ou les réseaux sociaux, les gens ont quand même des notions extrêmement limitées des affaires que il me semble, qui sont un peu de base, justement, qui permettent de décider que donc, je vais dire à l'hôpital, je ne vais pas, ou qu'est-ce que je fais sur les suivis. Et donc, il y a très, très peu, si on veut, de littératie autour du maintien de la santé, de la prévention. Ça en est toujours étonnant. Donc, je me dis, peut-être qu'il faut que ça devienne un objet de réflexion dans la formation des gens, à l'école. Je ne sais pas. Légiférer sur la malbouffe, tu donnes des exemples, légiférer sur la malbouffe. Non, mais c'est difficile. À chaque fois qu'on a des débats, par exemple, restreindre le nombre de chaînes de restauration rapide autour des écoles, tu as toujours des chroniqueurs de droite qui s'en viennent tout de suite pour défendre la liberté d'expression de ces restaurants-là, puis il faut éduquer les gens. Mais à un moment donné, il va falloir... Puis l'environnement, c'est la même chose. Est-ce qu'on peut se questionner les pubs de VUS? Est-ce qu'on peut pas les considérer comme on considérait les pubs de tabac dans les années 80? Ben, il y a tout un débat là-dessus en ce moment, en tout cas sur les réseaux sociaux. C'est pas comme si, mettons, les chaînes d'alimentation rapide avaient une contribution extrêmement élevée, si on veut, à l'architecture locale des environnements communautaires, ou à la culture. Non, c'est des gens qui vendent de la bouffe. Puis, il y a quand même une couple d'affaires qu'on sait assez clairement, c'est que comment on mange, qu'est-ce qu'on boit, puis qu'est-ce qu'on fume, puis qu'est-ce qu'on fait avec notre corps dans la vie, si on bouge ou on ne bouge pas. C'est des déterminants majeurs et malheureusement négligés de ce qu'on va devenir dans 10, 15, 30 ans, 40 ans plus tard. La prévention, on en parle malheureusement trop peu, alors que c'est d'une... Si on parlait de dépistage tantôt, de prise de sang annuelle, puis tout ça. Les évidences sur la prévention, c'est que ça marche drôlement plus qu'à peu près n'importe quoi ce qu'on fait en médecine. À part les affaires qui sauvent des vies, comme opérer une appendicite, ouvrir un thorax quand ça va super mal, ouvrir une artère quand elle est bloquée. Mais en général, la prévention, ça marche, et ça comprend justement tout ça. Puis malheureusement, c'est pas un sujet dont on parle suffisamment, en tout cas à mon sens. Autre élément vraiment intéressant dans ton livre, c'est la mauvaise utilisation des médecins puis des ressources. Puis là, tu amènes, à partir de cas réels, des choses qui ne viennent pas à notre esprit. Même quand on va dans un hôpital, tu parles de, premièrement, manque d'infirmières praticiennes de première ligne. Ça fait longtemps qu'on en parle. On est encore très en retard sur le reste du Canada puis les États-Unis par proportion par capita, là, de ce que j'en comprends. On est vraiment en retard. L'Ontario, surtout. Absolument. Des gynécologues qui font le suivi de femmes en bonne santé. Toi, tu trouves que c'est vraiment une mauvaise gestion des ressources. Des psychiatres qui font du suivi de première ligne, alors que des médecins de famille et des psychologues devraient occuper ce rôle, inclure les psychologues dans le réseau public. Écoute, il y a des choses extrêmement importantes. L'exemple que je peux donner, parce que c'est un exemple tout récent, c'est la question des pédiatres et des examens des enfants normaux. Quand j'ai écrit le livre, j'en parle des pédiatres, dont certains suivent encore des enfants en bonne santé pour les regarder grandir.
Alors que, tu sais, c'est des gens qui ont 10 ans de formation. Ouais. Puis, c'est une tâche qui est extrêmement importante en soi, mais qui peut être accomplie par médecin de famille, infirmière praticienne, enfin, des gens qui sont là. Et justement, l'Institut de la pertinence a dit, là, on va retirer l'examen d'enfant normal, si on veut, l'examen de suivi de la pédiatrie, parce que ça n'a pas d'allure. Et ça a créé quand même certains remous, parce que là, ça n'a pas de bon sens, on abandonne nos enfants. Non, c'est pas ça la question. La question, c'est qu'un enfant qui grandit, qui n'a pas de gros problème de santé, un certain suivi est probablement important, là, surtout en début de vie, là, pour détecter des choses, mais ça n'a pas besoin d'être un pédiatre qui le fasse. Et c'est un bon exemple parce que c'est très concret, puis ça a été, donc, après la publication de mon livre, c'est arrivé, je pense, en juin, là, en tout cas en été. Et c'est un exemple que c'est comme si on avait dit, regarde, on forme plein de monde, puis débrouillez-vous pour faire presque ce que vous voulez, ce qui vous tente. Alors que les psychiatres, c'est un bon exemple. Les psychologues, on a décidé que les psychologues n'étaient pas couverts par le régime public à l'extérieur de l'hôpital et il manque de première ligne. Donc, les psychiatres vont faire des suivis de première ligne. Je pense qu'à un moment donné, dans le développement du système, on devrait se dire, dans 5-10 ans, qu'est-ce qu'on voudrait pour le suivi des personnes qui ont des problèmes psychiatriques, psychologiques? Puis là, planifier en fonction de ça et non pas dire, là, écoute, les médecins de famille, ils sont pris à l'hôpital, donc ça va être des psychiatres qui vont faire ça, puis les pédiatres vont suivre les enfants en bonne santé parce que les médecins n'ont jamais le temps de les voir, puis ils ne répondent pas à la clinique. C'est comme, on laisse les choses par défaut, alors que, dans le fond, ça n'a pas vraiment de sens qu'un pédiatre suive un enfant en bonne santé. Ça a du sens. Je veux dire, si on avait 10 000 pédiatres au Québec, pourquoi pas? Ça coûterait cher, par contre. Mais c'est des ressources quand même très précieuses qu'il faut, si on veut, accorder aux besoins. Puis le besoin, c'est au minimum des enfants qui sont malades. Parce que tu rappelles qu'on a moins de médecins au Canada que dans les pays d'Europe. Et aussi, les médecins de famille c'est peut-être une spécialité qui n'est pas très valorisée dans les écoles de médecine par rapport à la pneumologie ou par rapport à toutes les autres spécialités. Est-ce que je me trompe? C'est par la force des choses, je dirais, par le rôle qu'on leur fait jouer. Il y a beaucoup de pays. En fait, la plupart des pays, si je ne me trompe pas maintenant, les résidents de médecine familiale, c'est 3 ans, même 4 ans, je pense, en Angleterre, je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, c'est 2 ans. D'autre part, il y a l'aspect rémunération. Il y a eu les écarts ont quand même augmenté entre la médecine familiale et la spécialité. Il y a le rôle qui est joué. Puis, c'est beaucoup mieux qu'encore là qu'il y a 20-30 ans, mais il y a encore beaucoup de formation qui se fait à l'hôpital en contact avec cette médecine spécialisée-là et peut-être insuffisamment, si on veut, auprès de médecins de famille. Il y a un paquet de choses qui font en sorte que les médecins, c'est pas suffisamment valorisé. Et pourtant, dans notre système, puis au Québec en particulier, les médecins de famille ont un rôle extrêmement important, beaucoup plus qu'ailleurs d'ailleurs au Canada ou dans d'autres pays, à l'hôpital, à l'hospitalisation, même aux soins intensifs dans les petits hôpitaux, à l'urgence, etc., ce qui est assez différent, ce qui fait en sorte qu'ils sont moins disponibles pour la première ligne. C'est un des facteurs. Mais sur le nombre de médecins, tu l'as mentionné, on est très loin des modèles européens. En Allemagne, là, je pense qu'on est à 60, il y a 70% plus de médecins qu'au Québec par capita, évidemment. Et en France, c'est de l'ordre de 30%. On parle de plusieurs milliers, sinon plus que 10 000 médecins de plus par capita. C'est sûr que ça changerait la donne, mais le système est complètement différent de ce point de vue. Là, tu rappelles que on a moins de médecins, puis ils sont peut-être trop payés chèrement. Tu vas jusque-là. Tu dis quand même que est-ce qu'on peut réfléchir à est-ce qu'on paye trop le trop peu de médecins qu'on a? Le problème, c'est l'Amérique du Nord. C'est très, très entrepreneurial. La rémunération est très élevée et peut être extrêmement élevée, en fait. Et ça, c'est assez différent de l'Europe, où c'est un métier un peu plus proche d'autres, c'est une profession un peu plus proche d'autres, où effectivement, les revenus sont moins élevés, bien qu'ils sont quand même plus élevé que bien des gens. Mais donc, on est un petit peu en deux. On veut faire de la médecine un peu à l'européenne, avec un bon système social, mais on est en Amérique du Nord, puis évidemment, que si tu as un écart, mettons, de rémunération de 40-50 c'est assez particulier. Ça serait probablement assez difficile à gérer. Et c'était le cas, d'ailleurs, au moment où ces discussions-là ont commencé, en les années 2000. Il y avait un écart
probablement entre 30 et 40 avec l'Ontario, ce qui créait une dynamique qu'il faudrait peut-être compenser. Fait que, tu sais, là, on a surcompensé. Oui, tout à fait. Tout le monde le reconnaît. Oui, là. oui. Il n'y a pas eu de suivi. Oui. Et moi, je pense qu'il y a un entre-deux possible, mais ça dépend de qu'est-ce qu'on veut faire. Si on se dit on a assez de médecins et on va se débrouiller avec ça, ben, coudonc, c'est une chose. Si on se dit on aimerait ça d'en avoir autant qu'en Allemagne, ben là, il y aurait des coûts énormes associés à ça si on maintenait le même niveau de rémunération. Fait qu'encore là, c'est une question de qu'est-ce qu'on veut faire à l'avenir autour de ces questions-là. Mais il y a certainement une réflexion, en tout cas, certainement sur au moins un contrôle un peu plus serré de la rémunération actuellement. Ouais, tu vas même jusqu'à te poser la question à savoir si le système de santé a besoin de 2 fédérations séparées, omnipraticiens et médecins spécialistes. Ben, c'est parce qu'au Canada, tu sais, ce système, ça ressemble un peu, c'est des associations professionnelles qui défendent, si on veut, les intérêts des médecins, ce qui est comme ça un peu partout, en fait. Oui. Mais au Québec, au Canada, il n'y a pas 2 associations. Il y en a une pour les spécialistes, l'autre pour les médecins de famille. Il y en a une. Puis j'ai comme le feeling que ça donne une vision un peu plus cohérente et unitaire des choses. Ceci dit, ça n'arrivera pas, je pense. Parce que c'est déjà des idées qui ont circulé. Là. C'est pas nouveau. C'est pas de la magie, mais non, je veux dire, il y aurait des résistances énormes des deux côtés. Tantôt, tu as parlé un peu, puis je veux qu'on parle de ça un peu parce que c'est intéressant. Tu disais les médecins de famille sont accaparés un peu dans les hôpitaux. Les médecins spécialistes, et ça, c'est dans ton livre, tu dis, eux ont déserté les hôpitaux pour les cliniques externes. Et tu rappelles aussi que le système de santé est hospitalo-centriste, peut-être depuis 1961, où les soins ont été couverts par l'État à l'hôpital. Est-ce que ça se peut qu'on ait un reliquat de cette culture-là encore très hospitalo-centriste puis que ça date des années 60? Ben, c'est clair. Les grandes assurances, ça a été l'hospitalisation en 61. Les médecins en 70, 71. Et le système est essentiellement construit comme ça. Pourquoi on a tant d'utilisation de l'hôpital des urgences au Québec, plus qu'ailleurs? Ben, notamment, c'est parce que ça fait très longtemps que c'est plus accessible et c'est plus solide que la première ligne. Je veux dire, les gens y vont, ils attendent, mais ils sont soignés. Et pour les médecins, c'est la même chose. Tout passe par le médecin. Le moindre billet d'absence à la garderie passe par le médecin. Pourquoi? Ben, c'est parce que c'est la ressource qui a été couverte par l'État en premier. Et donc, plutôt que d'envoyer voir un psychologue ou autre chose, ben c'est ça. Et on est resté très centré là-dessus. Donc, oui, il y a cet élément-là. Puis l'autre élément qui est particulier, tu l'as mentionné, c'est le rôle des médecins de famille. Parce qu'on parle, grosso modo, de probablement 40 de leur activité qui se passe à l'hôpital, alors que c'est beaucoup moins ailleurs. On parle de 20 au Canada, peut-être. Et ça, ben, ça a des implications. Ils font un super bon job à l'hôpital. Là, je veux dire, l'hôpital, c'est eux qui font l'hospice, même les soins intensifs, tout ça. Mais si on dit que ça, c'est un bon modèle, ben, il faut dire, OK, mais ça en prend vraiment beaucoup plus parce que la première ligne existe quand même. Puis la question que je me pose après ça, c'est, OK, mais ailleurs, c'est plus la spécialité qui fait la prise en charge de l'hôpital. Donc, clairement, la prise en charge qui se fait au Québec par les médecins de famille n'est pas faite par les autres spécialités. Et donc, il y a une espèce d'abandon de cette pratique-là. Là, je parle évidemment de tout ce qui est hôpital communautaire, périphérique, là, pas dans les grands centres où c'est les spécialités qui sont spécialisées. Tu sais, encore là, c'est une réflexion. C'est peut-être bien correct le système comme ça, mais au moins, reconnaissons que ça va prendre plus de médecins de famille pour faire le job parce qu'ils ont une responsabilité qu'ils n'ont pas ailleurs et ça fait partie de la charge. Tu as une réflexion sur le privé en santé aussi. On en a beaucoup parlé comme une panacée. Pendant la campagne. Évidemment, la pandémie, puis tu l'as dit au début, le ministre Dubé a géré un système un peu dans des conditions extraordinaires et le privé a encore plus mis son pied dans le système pendant la pandémie avec les agences de placement, chose qu'on a découverte aussi beaucoup dans les médias parce qu'avant ça, on ne savait pas trop comment ça se passait. Puis toi, tu mets vraiment une mise en garde sur accroître la place du privé en santé. Je mettrai un bémol sur ce que tu dis. Ce livre-là, c'est un peu la suite d'un livre que j'avais écrit, mon premier essai, en fait, en 2012, Privé de soins, qui s'adressait directement à cette question-là de front. Et à l'époque, il y avait beaucoup de fronts, justement, qui étaient là. Il y avait, je ne sais pas si tu te rappelles, les PPP, il y avait le ticket modérateur. Il y avait une série, si on veut, d'attaques à la couverture publique, si on veut, au système universel, etc. Et il y avait plusieurs, si on veut, lobbying qui poussaient dans toutes les directions pour avancer. Et à ce moment-là, j'étais dans MQRP. On avait fondé les Médecins québécois pour le régime public et il y avait beaucoup, beaucoup de choses à faire. Je te dirais que, puis je le commence comme ça, mon livre, c'est que je fais le bilan de ça et j'en parle, je
parle de certains aspects dans le livre, surtout de 2, mais il y a beaucoup moins de pression pour, par exemple, si on prend, je sais pas moi, les PPP, ils n'en parlent plus trop parce qu'ils se sont rendus compte que finalement, c'est peut-être pas si génial que ça. L'étiquette modérateur, on n'en parle pas non plus parce qu'on connaît les effets pervers, etc., etc. Ouais. Il y a, de façon générale, moins d'attaques qui poussent vers la privatisation qu'il y en avait il y a 10 ans, de façon générale. Les éléments qui restent, c'est 2 aspects que je traite. C'est d'une part ce qu'on appelle la prestation privée, que tu l'as mentionné, donc de faire des chirurgies, mettons, dans des cliniques privées plutôt qu'à l'hôpital pendant la pandémie comme SUPAP, puis ça existait, puis ça existe encore. Et l'autre aspect, c'est plus un mode de financement qui n'est pas du financement privé, mais c'est le financement à l'activité qui peut ouvrir la porte à certaines affaires. Puis c'est les 2 que j'aborde parce que honnêtement, si je regarde l'horizon, il y a toujours ce type de pression-là. Mais tu sais, même, il y a plus grand, si on compare, si on veut, les plateformes, même des partis politiques, tu sais, l'ADQ, à l'époque, allait très loin. Le Parti conservateur a repris Oui, a repris ça. Oui. Mais l'ADQ était l'opposition officielle, là. Non, c'est vrai. Et le Parti conservateur n'est pas vraiment l'opposition officielle. Ouais, et donc, l'ADQ est au pouvoir aujourd'hui. Oui, d'une certaine façon. Oui, mais pas avec le programme de l'ADQ de l'époque, loin de là. Je veux dire, le plan du B, il y a certains éléments que moi, je questionne. J'ai de certaines réserves, mais ce n'est pas un plan pro-privatisation du système de santé. Je pense qu'ils sont assez intelligents. Et ça, pour moi, c'est une différence fondamentale. Oui, mais Alain Vadeboncoeur, tu n'as pas l'impression qu'ils sont plus intelligents que ça, puis pas en douce, pas derrière notre dos, mais moi, je suis sûr qu'il y a des pressions à l'interne. Je peux pas croire que quelqu'un comme Yuri Chassin, qui a été longtemps à l'Institut économique de Montréal, qui est député de Saint-Jérôme de la CAQ, va pas mettre de la pression pour plus de privés en santé. Est-ce que dans le plan du B, j'avais lu des mini-hôpitaux complètement privés pour des... Bon, mais ça reste que c'est toujours des brèches. Puis, tu sais, il y a le risque de cannibaliser le réseau parce que ça va prendre des gens, on en manque déjà, ça va prendre des gens pour aller travailler dans ces cliniques-là privées, donc qui vont déserter le système public. Puis qu'à la longue, on va être comme dans une tache d'encre qui va toujours grandir. Ben, je veux dire, ce que tu dis là, d'abord, la pression, elle existe tout le temps. Là. Oui. Ça, il n'y a pas de doute. Il y a toujours des gens qui vont pousser vers ça. Ce que je te dirais, c'est qu'actuellement, la tâche, si je compare à il y a 10 ans, elle a beaucoup rétréci. Bon. Surtout sur les modalités. Ce qui reste, c'est exactement ce que tu as décrit. Et le risque, les hôpitaux privés, à ma connaissance, c'était pas dans le plan du B, mais c'est apparu dans la campagne électorale, si je ne me trompe pas. Ouais, ça se peut. Donc, de créer, si on veut, des hôpitaux privés quand même d'assez bonne taille pour faire de la chirurgie, si on veut. Il y a le risque, puis ça, je le mentionnais dès 2012, c'est si on en fait beaucoup de ces trucs-là, puis si on donne de plus en plus de place, éventuellement, ça peut déséquilibrer les choses, puis je l'ai mentionné là-dessus. Il pourrait y avoir des gens qui diraient, bon, maintenant qu'on a une couple d'hôpitaux privés, puis que ça fonctionne super bien, puis qu'on en met de plus en plus, puis les infirmières s'en vont travailler là, c'est vraiment cool. Ah, ben pourquoi on ne crée pas une assurance privée pour les gens qui voudraient, si on veut, être soignés plus vite? C'est ça le système à 2 vitesses. Donc, ça crée un peu les conditions un peu embêtantes qui pourraient mener à ça. Et ça a des effets pervers évidents, c'est que ça va attirer du monde parce qu'il va falloir des gens pour soigner dans ça, là, donc des préposés, des infirmières, des médecins, etc. Donc, il y a des risques associés à ça, puis je les mentionne pas là-dedans mais je parle de la prestation privée en général. Il y a des risques associés à ça si on en met trop. Ceci dit, honnêtement, je vais être bien honnête là-dessus, s'il n'y avait pas eu ces cliniques-là pendant la pandémie, je ne suis pas sûr qu'on s'en serait sorti très bien par rapport aux chirurgies. Et donc, comme soupape, c'est peut-être là qu'il faut... moi, je vois que ça... Disons que ça... Le rôle qui est peut-être raisonnable pour des entités comme ça, c'est comme soupape, dans la mesure où c'est assez difficile actuellement de faire rouler les hôpitaux correctement, mais avec les effets pervers que ça a. Ceci dit, moi, je ne perçois pas une pression plus grande, mais ces forces-là existent et vont exister tout le temps. Ça, il n'y a aucun doute. Mais honnêtement, si on se reporte il y a 10 ans, je veux dire, tout était pro ça. Non, j'avoue. Il y avait 10 affaires qui arrivaient et on le sent beaucoup moins, probablement parce que les gens même qui poussaient ça se sont rendus compte que, tu sais, les PPP, c'est bien le fun, mais on a eu aussi des très beaux projets d'hôpitaux qui n'étaient pas des PPP au Québec. Donc, tu sais, le Jewish, Sainte-Justine, l'Institut, on termine nous autres. C'est des très, très gros projets qui ont super bien fonctionné sans les problèmes des PPP. Fait que, tu sais, puis après ça, il y a eu le CUSUM aussi, de l'autre bord.
Ben, le CUSUM, honnêtement, moi, j'ai parlé beaucoup contre les PPP à l'époque. Ouais. Puis j'ai des gens de ma famille qui ont été soignés au CHUM. Ouais. Je disais, c'était un méchant bel hôpital, honnêtement. Ah, totalement. Puis j'ai même parlé puis écrit au gars celui qui dirigeait ce projet-là. Puis j'ai dit, ben finalement, c'était pas super ton affaire. Mon plus jeune donc, fils, bon. mon plus jeune fils est né au CHUM et il devait naître en maison de naissance. Puis ça n'a pas eu lieu pour toutes sortes de raisons. Puis on est allé au CHUM et effectivement, c'est une Cadillac. C'est une Bentley même. C'est impressionnant. C'est impressionnant, mais tu sais... Bon, parlons du financement à l'activité. Tu l'as mentionné tantôt, puis c'est un terme qui revient souvent dans les médias. Puis j'aimerais ça que tu nous expliques ce que ça veut dire. Puis souvent, on entend parler aussi l'argent qui suit le patient. Puis c'est souvent, je trouve, des concepts qui sont souvent, c'est ça, on les entend, puis on les comprend peut-être pas toujours bien. Ben, en fait, on peut mettre ça très simple. Mettons que tu dois être opéré pour ta vésicule biliaire. Oui. Puis que, mettons que tu as 64 ans, puis que tu es diabétique, puis cardiaque. Bon, tu as un certain risque. Ben, je veux dire, il y a des modèles qui permettent de dire à peu près, en moyenne, combien tu risques de passer de jours à l'hôpital, dans quelle proportion des cas tu vas avoir des complications, etc., etc. Fait que tu peux modéliser un peu à quoi risque de ressembler ton épisode de soins. Okay? Fait que le financement à l'activité, c'est plutôt que de dire à un hôpital, ben, on vous donne, je sais pas moi, 100 millions pour faire de la chirurgie, ben, on dit, ben, pour ce monsieur-là qui a 64 ans, qui a ça, on va vous donner X, mettons. Je n'ai pas les chiffres du tout en tête, là, mettons 20 000. Et donc, à chaque fois que vous allez opérer quelqu'un qui ressemble à ça, vous allez avoir 20 000. Ouais. S'il est moins malade, ça va être 15 puis s'il est plus malade, ça va être 25 000. Et donc, le financement, à ce moment-là, est associé au patient. Donc, ça, c'est le principe. Puis, tu sais, quand tu regardes ça, tu te dis, il me semble que ça a du sens, l'argent qui suit le patient. Ouais. Tu sais, le seul problème, c'est que c'est des choses assez bien documentées. C'est que ça peut d'abord changer complètement la dynamique du réseau. Si tu es un PDG à l'hôpital, mettons, puis que finalement, tu te rends compte qu'en faisant X des activités A, B, C, ben, ça te fait rentrer beaucoup d'argent. Ouais. Puis que comme tu es bon là-dedans, t'en sauves, ben là, tu fais pas un profit parce que ce pas des organismes qui visent des profits, mais disons, tu engranges du budget, puis tu peux utiliser ça à d'autres choses, si on veut. Mais tu vas peut-être abandonner les affaires un peu moins efficaces, comme, je sais pas, soigner des patients psychiatriques âgés ou la détresse, etc. Et donc, ça peut changer le modèle, d'une part. D'autre part, le risque réel, c'est que, bien évidemment, ça change un peu la dynamique des soins, puis ça a été documenté aux États-Unis. Quand tu fais ça, tu vas avoir tendance à vouloir donner congé à ton patient plus vite. Ouais. Ce qui n'est pas une mauvaise idée. On va de plus en plus vers ça. Mais des fois, ça prend beaucoup plus de ressources en dehors de l'hôpital pour justement des ressources intermédiaires qui peuvent offrir certains supports, certains soins, mais qui ne sont pas des hôpitaux. Ça, c'est clair, ça fait ça, cet effet-là. Sauf qu'au Québec, on n'a pas beaucoup de ces entités-là. Si on veut, on en manque un petit peu. Puis la troisième chose, peut-être, au niveau des risques, par contre, c'est que, ça, c'est dans les discours, tu le vois dans les textes, tu peux, à partir du moment où tu fais ça, mettre en concurrence justement les nouveaux hôpitaux privés. Et les hôpitaux traditionnels disent, regarde, on vous donne 25 000 à tous les deux, lequel s'en sort mieux? Ben là, c'est méchamment complexe parce qu'il faut que tu tiennes compte de tous les coûts, mais c'est pas impossible que la clinique s'en sorte mieux ou que la clinique se concentre sur des activités où elle va s'en sortir mieux pour accaparer ça. Puis c'est quoi? Ben, c'est les patients moins malades, les plus petits cas. Tu sais, ces cliniques-là, actuellement, quand les patients ont des complications de la chirurgie qu'ils ont faite dans une de ces cliniques-là, s'il fait une embolie pulmonaire, mettons, ou une pneumonie post-opératoire, ils ne seront pas hospitalisés dans ces places-là. Ils vont se retrouver aux soins intensifs d'un hôpital public parce que c'est toujours là que les ressources les plus lourdes sont. Fait que, ça peut créer... Donc, si tu les mets en concurrence, tu vas peut-être accentuer des distorsions dans un environnement assez artificiel. Fait que c'est quelque chose qu'il faut prendre avec prudence. Puis le quatrième point, peut-être le plus important, c'est que c'est déjà un modèle dépassé. Je veux dire, c'est pas des saucisses qu'on fabrique, c'est des soins qu'on donne. C'est pas du volume qu'on veut évaluer, c'est des impacts, puis on retourne à la pertinence. Des systèmes, justement, comme Kaiser Permanente, ils ne financent pas le nombre de vésicules biliaires enlevées. Ils regardent globalement l'impact sur l'état de santé des gens. Et quand les soins, justement, sont moins pertinents ou n'ont pas les impacts qu'on souhaite, ou s'il y a trop de complications, bien, ils réajustent le tir, mais sur une vision qui est beaucoup plus, si on veut, est-ce que ça aide vraiment la santé des gens, ce qu'on fait? On ne paye pas des saucisses, on paye vraiment, est-ce que ça vous aide à mieux vivre? Et ça, si on allait vers ça, on n'est probablement pas équipé pour le faire, il faudrait peut-être déjà être à un niveau de réflexion de
beaucoup plus complexe, avancé, mais on n'est pas vraiment équipé pour faire ça. Fait que, tu sais, il y a beaucoup d'aspects là-dedans, mais grossièrement, c'est un mode de financement qu'on fait miroiter comme une solution un peu miracle, mais il faut vraiment la regarder avec attention. Mais je vais terminer avec une phrase parce que, bon, on n'a pas tout abordé, mais je veux quand même en laisser pour que les gens puissent avoir le goût d'aller acheter le livre et le lire. Vous rappelez à la fin qu'en tant que patient, je trouvais ça beau, en fait. Vous dites, on a la responsabilité d'être exigeant envers notre réseau de la santé, de résister au discours. On n'a plus les moyens. On a l'impression que c'est comme devenu une fatalité. Puis tu rappelles que non, il faut être exigeant. C'est notre réseau. Il est à nous. C'est un réseau public. Puis notre rôle de patient, oui, c'est d'être en santé pour y aller le moins souvent possible, mais quand on en a besoin, d'avoir des attentes élevées parce qu'on le mérite d'une certaine façon. Puis il faut être exigeant, puis on est capable de l'être. Puis de l'être intelligemment. Oui, voilà. Parce que dans le fond, ce qui me désole un petit peu, c'est que les gens sont dans un mode très fataliste par rapport au réseau de la santé. Souvent à tort, d'ailleurs, parce qu'il y a bien d'affaires qui fonctionnent bien. Mais bon, ce qu'on voit, les urgences, l'accès, etc., c'est difficile. Et donc, c'est comme, tu sais, je prends l'exemple des urgences. Mais il reste qu'il y a un fatalisme. Les urgences, on sait bien sur la même chose. Tu sais, je sais pas, moi, les professeurs puis les parents ont fait des chaînes autour des écoles pour les écoles publiques. L'école publique il y a quelques années. Là. Tout à fait. Et je veux dire, j'ai l'impression qu'il y a tellement de fatalisme dans la population que les gens, justement, ont perdu ce sens que d'abord, c'est leur réseau de la santé, c'est leur taxe qui paye ça, là, puis c'est pour eux. C'est à eux, donc. Et ont perdu un peu le sens de, regarde, ça n'a pas de bon sens. On ne doit pas accepter ça. Mais ça doit virer en quoi? Pas juste chialer ces réseaux sociaux, mais ça doit dire, regarde, il faut changer des choses, il faut s'engager, il faut faire des affaires, il faut protester, je dirais, intelligemment, puis surtout amener des solutions. C'est un peu ça, l'angle général. Là, l'angle général, c'est tout va mal de toute façon, puis si ça ne marchera pas mon affaire, je suis bien étonné. Tu sais, ça amène rarement à quelque part d'intéressant. Tu sais. Et ça, cet abandon-là, je te dirais, c'est peut-être un des problèmes fondamentaux qu'on a. Mais moi, j'ai l'impression que le discours sur la privatisation de la santé, c'est vrai que je te le concède, puis tu es dans le réseau, tu le sais, c'est moins fort qu'avant, mais il est encore là, dans les journaux. Il y a toujours des études de l'IADM. Mais moi, j'ai l'impression que ça crée une distorsion sur notre perception du réseau. Mais ça joue beaucoup sur une illusion des choses. Je veux dire, si on prend le privé, là, quand les gens doivent payer pour accéder, les gens disent, moi, c'est tellement long au public. Et c'est vrai, malheureusement, que des fois, c'est long, mais c'est quand même pas toujours le cas. J'ai payé, puis j'ai eu accès rapidement. Ça va donc bien, le privé. C'est pas le privé qui va bien. C'est parce qu'il y a presque personne qui est capable de payer ça. Donc, il y a peu de demande. Donc, l'offre est bien au-dessus de la demande et donc, les gens ont accès rapidement. Mais ce qu'on sait, c'est que dans ces cliniques-là, en fait, en général, les patients sont un peu moins malades, sinon pas mal moins malades. Deuxièmement, ils prennent plus de temps avec, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi. Mais si tu prends plus de temps avec des patients, c'est pas parce que tu es plus efficace que tu en vois plus, c'est juste parce que tu en as moins, tu sais. Et donc, ça joue beaucoup sur cette illusion-là. Et ça met beaucoup l'accent sur les gros problèmes qui sont réels, l'urgence, tout ça, en comparaison avec cet accès-là. Mais ça, c'est de la distorsion absolument extraordinaire parce que, tu sais, je veux dire, tout le monde le dit, tu sais, si tu viens dans n'importe quel hôpital, à l'Institut, ailleurs, on peut donner immédiatement, très rapidement accès à des soins, à des spécialistes, etc., dans un contexte où tu en as vraiment besoin, puis on va le faire. Tu sais, moi, les gens disent, moi, quand je vais dans la privée, ils appellent directement un spécialiste. Déjà, Grette, moi, quand je fais de l'urgence, si tu as besoin de voir un hématologue dans 2 jours, je vais l'appeler direct à Maisonneuve, puis il va dire, ben oui, je vais le voir, il y a un besoin qui est évident. Et donc, je veux dire, ces choses-là, ça n'a rien à voir avec le public et le privé, c'est juste, tu fais bien ta job, t'es impliqué. Et cette illusion-là de l'accès extraordinaire, dans le privé, c'est simplement que il n'y a personne qui va là-dedans parce qu'il n'y a personne qui a les moyens. Puis il n'y aurait jamais personne, de toute façon, qui va avoir les moyens. Et je regrette, c'est pas plus efficace. C'est peut-être plus beau, il y a peut-être plus de belles décorations, puis peut-être qu'ils ont un peu plus de temps, mais c'est pas parce que c'est plus efficace, c'est donc beau. Et ça joue. Puis je suis d'accord avec toi. Ça donne continuellement l'image que le privé, c'est donc extraordinaire, le public, ça va très mal. Mais c'est juste une distorsion et des biais énormes sur ce qui est mentionné et des intérêts qui sont derrière ça, faut le dire aussi. Il faut choisir ses maladies. Quand tu rentres à l'hôpital avec une pierre au rein, là,
ça niaise pas. Moi, je l'ai eu, là, puis tu niaises pas dans la salle d'attente. Puis l'asthme, une crise d'asthme majeure, là, ça non plus, habituellement, fait que c'est ça. Faut bien choisir ces maladies dans le système public, puis on rentre direct. Ouais. Ben, Pierre Aurin, moi, je connais ça, j'en ai eu, imagine-toi donc. Ah ben ouais, moi aussi. Je suis pas allé à l'hôpital. Ah non? Non, j'ai toffé ça. Alors, Mais c'est parce que je savais très bien ce que c'était. Attends, mais là, t'es-tu en train de faire le coq que c'était pas... Ah non, moi, je vomissais, j'étais pas capable de me tenir debout, puis ils m'ont mis sa morphine. Ah ben, j'étais pas loin de là, mais je suis tough à la douleur. Ce qui est bien, mais ce que je veux dire, c'est que j'avais pas c'est moi qui fais le montage, fait que ce bout-là, je vais l'enlever parce que je parais pas bien. Là. J'ai l'air d'une mauviette. Non, c'est pas vrai. Non, c'est une des plus grosses douleurs. Tu peux le garder, c'est un bon bout. Mais en fait, c'est intéressant parce que je sais exactement qu'est-ce qu'on peut faire pour une pierre au rein. Puis, 90% du temps, ça passe. Moi, la dernière, il y a un mois, ça a duré un bon 3 jours. J'ai jamais eu mal de même de ma vie. Mais tu sais, t'as rien fait, t'as rien pris, t'as pas... Ah oui, j'ai pris des antidouleurs, c'est sûr. Oui, okay. Des anti-inflammatoires, puis du Flomax. Non, ça. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a toujours une notion d'inquiétude aussi. Je savais exactement ce que j'avais. C'est ça, moi, je ne le savais pas. Là, moi, je le savais pas. Puis c'est une douleur atroce. Là. Sachant ce que tu as, c'est assez différent. Puis c'est toujours le biais qu'on a un peu. Je savais ce que j'avais. Je savais que c'était pas dangereux, même si c'est vraiment très douloureux. Je suis capable d'endurer la douleur jusqu'à un certain point. Je savais qu'à l'hôpital, il ne ferait rien de plus avant que telle chose arrive. Et donc, je me suis dit, bon, ben, si ma douleur est supportable, je vais le faire à la maison. C'est ce que j'ai fait. Ouais. Mais moi, je ne savais pas ce que j'avais. Moi, je savais pas. C'est un biais. Ben non. Mais c'est un bon exemple du fait que moi, parce que, tu sais, dans les symptômes comme ça, il y a l'aspect physique, la douleur, puis il y a l'aspect inquiétude qui est tout à fait légitime. Oui. Moi, au début, je n'étais pas sûr à 100 %. Pendant j'ai réfléchi comme je disais, OK, ça ne peut pas être d'autre chose. C'est vraiment atroce. Mais ils ne font rien de plus à l'hôpital. Si je suis capable de contrôler suffisamment ma douleur, ça n'en a rien d'y aller. J'ai un gros avantage là, parce que je sais que j'en mourrai pas de ça. T'sais. Et je sais que si il arrive telle affaire, donc le fait justement d'avoir des connaissances, ça change un peu la relation aussi avec les symptômes, de façon générale. Et on pourrait élargir le concept aux gens en général. Quand on connaît un peu mieux les choses, on est moins, si on veut, déstabilisé et moins inquiet, moins anxieux par rapport à des symptômes. Et c'est pas parce que les symptômes sont faibles ou forts, c'est parce qu'on sait ce qui arrive. Quand tu es en contrôle, puis c'est vrai pour les patients aussi, quand ils comprennent bien ce qui se passe, déjà, ça atténue l'intensité de l'expérience et la douleur même, c'est bien connu, ça. Donc, l'importance de parler avec les patients, de les rassurer, de leur expliquer, c'est fondamental. Ouais. Je termine avec ça. Petit clin d'œil à votre père, Pierre Vadeboncoeur. Vous dites au début du livre, il dit une phrase, en retard, nous sommes peut-être en avance. Puis ça, vous dites, c'est peut-être cette réflexion-là qui doit nous animer pour le système de santé. Ça va peut-être pas si mal dans le fond. Et vous dites que c'est un grand hypocondriaque. Est-ce que c'est c'est ça qui vous a inspiré la vocation, ou en tout cas qui vous a donné le goût peut-être de devenir médecin, de soigner ton père? Non, parce que mon père était insupportable. Il avait été très malade très jeune. À 14 ans, il avait eu une infection de pleurésie. Il n'y avait pas d'antibiotiques à l'époque. C'est Norman Betio, on imagine qu'il l'avait opéré. Ah ouais, wow. Il avait ouvert le thorax, en fait, pour sortir le pus. C'est ça, là. Pendant 6 mois, il on fait plus ça, je pense. Non, on a des antibiotiques. Ça, c'était en 1934, là, donc il n'y avait pas d'antibiotiques. Et il a failli mourir. Et il en a gardé une très grande hypocondrie, ce qui fait que jusqu'à 83 ans, en fait, il était persuadé qu'il y avait au moins 3 cancers à la fois. Et donc, il était très insupportable par rapport à ça. D'ailleurs, ce qui l'a guéri de son hypocondrie, c'est quand il a attrapé le cancer à 83 ans. Là, il n'était plus inquiet du tout. Là, c'est vrai, c'est fascinant, c'est les hypochondriacs. Quand ils sont vraiment malades, ils deviennent sereins. C'est très étonnant. Donc, c'est sûrement possible, surtout que mon père était plutôt antimédical. Tout en étant hypochondriaque, c'est quelqu'un qui avait beaucoup de difficultés à consulter. Donc, il y avait un chum qui était en même temps son médecin, tout ça, mais tu sais, c'était genre, c'était plus une relation littéraire qu'une relation médicale, on pourrait dire. Il était, je veux dire, mon père a écrit des pamphlets incendiaires contre les médecins dans les années, à la fin des années 69-70, au moment de l'assurance maladie. Il était à CSM et j'ai retrouvé ça emmené. Tu sais, c'est vraiment... c'est quelqu'un qui n'aimait vraiment pas la profession. Et donc, même, moi, je suis un peu... ce choix-là est presque un choix anachronique et je suis presque le mouton noir parce que c'est vraiment pas autour de moi. J'ai mon grand-père, j'en ai plus anciens. Et donc, il aurait pu avoir une forte réaction. Peut-être qu'il aurait pu me renier. Ben oui.
de mon choix de vocation. Mais finalement, quand j'ai eu mon diplôme, il avait l'air content. Mais tu sais, mon père, tout en ayant été de gauche et à 7 ans, c'est quand même quelqu'un qui est né à Outremont, tu sais, d'un fils de pharmacien. Et donc, il y avait quand même un petit fond, tu sais, qui faisait fond en sorte bourgeois. que, finalement, c'est un petit fond bourgeois, tu sais, Que qui a peut-être reconnu là-dedans. Je dois dire que j'ai eu la chance loin de le croiser à l'aparté, au début des apartistes. Il venait voir des spectacles. Et j'ai reçu, l'été passé, Mathieu Bellil m'a offert Un amour libre, où il décrit, dans le fond, votre croissance de petit garçon. C'est très touchant comme livre. Est-ce qu'on vous en parle souvent de ce livre-là? Et en fait, mon père avait écrit ce qu'il m'a dit, le livre en utilisant mon prénom initialement. Et il l'a changé pour créer peut-être une certaine distance avec le sujet. Tout à fait. Mais il y a une histoire derrière ça. C'est parce que mon père était dans la CSM. Et entre 1950 puis, disons, ma naissance en 63, il était très, très souvent sur la route en négociation, etc., etc. Et c'est les grosses années, cette permanence, on le rappelle. C'est les années 50, les grosses grèves. Ils sont Chartrand, qui est mon parrain, en fait, qui était son grand ami, etc. Mais effectivement, quand il est devenu permanent à CSM, donc conseiller du président, puis celui qui écrivait des discours beaucoup, dans les années 60, il était beaucoup plus à la maison. Puis moi, mes frères et sœurs sont beaucoup plus vieux que moi. Ils ont entre 7 et 14 ans de plus vieux. Moi, j'ai été un peu échappé, là, on pourrait dire ça de même. Et donc, il s'est retrouvé à la maison, beaucoup plus présent, avec un jeune bébé, alors que lui avait quand même 43 ans, un peu comme toi. Et donc, ça a été un peu particulier, puis il en a fait une expérience littéraire. Dans le fond, il a décrit ça. Un livre sur l'enfance, un beau livre d'ailleurs, un très beau livre. Alors, j'invite les gens à lire ton livre « Prendre soin au chevet du système de santé », publié chez Luxe, et tous les autres que tu as fait avant, dans le fond, pour encore plus élargir la réflexion sur le système de santé. Grand plaisir, Fred. Bye. Alors, la balado aime beaucoup parler de magazines, parler de revues. On le fait avec l'Inconvénient, on le fait avec Lettres québécoises. Là, on va le faire avec CG, et j'ai avec moi Barbara Thériault. Bonjour. Bonjour. Vous êtes prof de sociologie à l'Université de Montréal? Oui, Ziggy, hein? Ah, c'est Ziggy? Oui, pour Siegfried. C'est le petit nom de Siegfried Kracauer. S-I-G-G-I. Oui. Fait qu'on dit Ziggy. Ben, vous pouvez le prononcer à l'italienne. OK, bon. OK. Alors, Ziggy. Oui. Parlez-nous un peu de ce magazine-là, la démarche qu'il y a derrière ça. Ben, ça a parti. Le Ziggy, c'est un projet qui a démarré il y a 2 ans, mais ça existe depuis, dans nos têtes, quelques représentants de Ziggy, ça existe depuis déjà peut-être 6 ans. OK. On a décidé à l'Université de Montréal de faire une sociologie plus élégante, plus drôle, belle, pas plate. Parce que la sociologie... J'enseigne la sociologie depuis longtemps et puis j'enseigne les cours d'introduction à la sociologie. Pour moi, c'est un grand défi puis c'est important pour moi. Tout le monde aime ça, la sociologie, quand on commence à se mettre dedans. Quand on y entre, mais ça peut être rébarbatif. Exact. Surtout avec ce qu'on lit, les classiques. Il y a vraiment, tout est formaté dans les sciences sociales en général ou dans les sciences. Et là, on essaie de développer nos qualités d'observateur, d'aiguiller notre regard, de profiter de toutes ces qualités qu'on a en tant que sociologue et puis de les mettre à profit pour présenter des choses plus grand public. Donc, pas vulgarisation, mais grand public, par les thèmes, en touchant le quotidien, mais tout ça en restant, en ayant la base des enquêtes. Donc, parlez-nous de cette 5e édition. Qu'est-ce qu'on y retrouve? Le thème, le dossier principal, porte sur les fantômes. Et ça aussi, on essaie toujours de se donner, en tant que sociologue, des défis et puis travailler sur l'invisible, l'incommensurable, l'insaisissable, comme les fantômes. C'est un grand défi. Donc, ça fait appel aussi à nos sens, à notre imagination, à nos sens, à notre imagination sociologique. Et donc, on a un dossier sur les fantômes et puis aussi, on a toujours une série de chroniques, on a des reportages photos, des essais, des entrevues avec des sociologues, des gens qui font de la sociologie mais qui ne sont pas sociologues. Et donc, on a cette partie d'hommes, et puis on a une partie hors thème aussi avec nos chroniques habituelles. Mais par exemple,
pour le dossier des fantômes, quel genre de texte? Parce que moi, je veux vraiment donner le goût aux gens qui nous écoutent, qui sont pas sociologues, qui n'ont pas nécessairement étudié en sociologie. Oui, bien d'abord, peut-être sociologie, c'est vrai que c'est une science qui peut être destructrice des mythes. Ça fait partie des fondements de la discipline, mais c'est pas juste ça. Puis Sigui s'inscrit dans une démarche de sociabilité. Oui. Nous, qu'est-ce qu'on veut? C'est que les gens se rassemblent et aient envie de parler. Oui. On veut donner à voir. On veut que les gens marchent dans la rue, voient des choses, entendent des choses qu'ils ne voyaient pas avant. Puis c'est ce que j'appelle l'effet feuilleton, parce que Sigui, c'est des feuilletons sociologiques, c'est des textes qui sont à mi-chemin entre sociologie, littérature, reportage, et qui nous amènent à voir des choses qu'on n'aurait pas vues avant. En fait, c'est un dossier sur les fantômes, mais c'est aussi un dossier sur l'Ukraine. Oui, parce que je ne sais pas si tu as vu, il y a plusieurs textes, entre autres 2 reportages photos sur l'Ukraine. Oui. Le texte principal, on a toujours un essai qui est un petit peu plus théorique, porte aussi sur la Pologne, l'Ukraine. Donc, on est au Québec, mais on n'est pas juste au Québec. Hein. Et puis, les fantômes, c'est aussi les fantômes des animaux. C'est pourquoi on a on a aussi notre médiéviste qui écrit à chaque numéro pour nous et qui, ça, c'est une collègue qui travaille en Grande-Bretagne, qui, dans la vie de tous les jours, dit souvent « En tant que médiéviste, j'aimerais ajouter que... » Et donc, on lui a demandé de faire une chronique. Et puis, elle, par exemple, elle nous montre comment on a les fantômes qu'on mérite. Ah ouais? Qu'à différentes époques, au Moyen-Âge, mais aussi aujourd'hui, les fantômes, si on se met à étudier quel type de fantômes on projette, ben, ils sont liés à nos peurs, ils nous disent quelque chose sur nous aujourd'hui, sur notre époque. Vous parliez tantôt de la sociologie, c'est aussi l'art d'observer ce qui se passe au quotidien. Les gens ont peut-être, les lecteurs de la presse, entre autres, là, je veux qu'on en parle parce que c'est quand même une démarche. Puis là, vous me l'avez proposé tantôt de me couper les cheveux. C'est un projet de recherche. Mm-hmm. Vous êtes allé chercher une formation. Vous avez pris une formation de coiffeuse pour aller coiffer les gens dans une approche sociologique. C'est ça. Alors, je suis devenue coiffeuse pour pouvoir savoir faire quelque chose de mes mains. Ouais, je mène une étude en Allemagne, dans des salons de coiffure. Oui. Ouais. Et puis, j'écris des feuilletons sociologiques. J'ai une chronique aussi dans Sigui où je raconte un peu ce qui se passe dans les salons, aussi à Montréal où je pratique. Ben, en fait, qu'est-ce qui m'intéresse, si je peux vous raconter un peu, là, j'ai écrit une ethnographie sous forme de feuilleton sociologique dans une ville d'Allemagne de l'Ouest sur les classes moyennes. Et puis là, eux, ils se vantaient d'être normaux. Pas dans le sens de médiocre, mais dans le sens d'être bons. Oui. La bonne normalité. Fiers de l'être. 2 pieds sur terre, solide. Responsable. Et donc là, il y avait aussi une dimension esthétique. C'est des gens qui me disaient, moi, j'ai pas de style. Ouais. Mais Et en fait, c'est que c'était une qualité de ne pas avoir de style. Ah oui, c'était une qualité parce que... Mais en même temps, si vous allez dans cette ville-là, elle s'appelle Erfurt, vous allez voir tout de suite, après 2 secondes, il y a un style, il est super uniforme, il est homogène, donc on le voit tout de suite. Donc ça se peut pas d'un point de vue sociologique de pas avoir de style. Donc là, je me suis mis à réfléchir à ça et puis je me suis dit que je m'intéresserais aux productrices, aux producteurs de style. De style et de normalité. Parce qu'en fait, les coiffeurs disent qu'ils font de tout puis que c'est un métier un peu artistique, mais... Bon, je m'excuse, chers coiffeuses et coiffeurs, mais vous reproduisez aussi beaucoup. En Allemagne où j'étais, j'ai travaillé dans un barbershop, ça c'était génial. Tout le monde avait la même coupe. Ouais. Tout le monde avait un fade, tout le monde ressortait avec... la coupe de cheveux peut être facteur de normalisation, là. Tout à fait. On peut devenir un citoyen normal dans cette ville d'Allemagne-là si on va chez certains coiffeurs. Pour le magazine Sigui, on peut se le procurer où? Évidemment, moi, je vais mettre un lien sur la page Facebook de la balado. J'imagine on peut le commander numérique, mais moi, comme bien des gens, je pense, j'aime bien avoir l'objet entre les mains. Où on peut se le procurer? Le mieux, c'est d'aller dans une librairie indépendante. Oui, toujours. Il faut toujours aller dans une librairie indépendante. Et puis... l'acheter sur place. Ils l'ont. Il est distribué partout. OK. Même en Europe, il paraît. En Europe, depuis le printemps aussi, oui. Très intéressant. Merci, Barbara Thériault. Puis je vais mettre les liens. J'espère qu'on a donné le goût aux gens. Enfin, il faut arrêter des fois de réfléchir. Hein. C'est comme la danse contemporaine ou les arts contemporains. Il faut arrêter de se demander si on peut ou non. On y va. Puis, fait que c'est la même chose pour ça. On se plonge. On écrit... Nous, notre devise, c'est d'écrire pour nos mères. Donc, on veut que nos mères aient envie de... Parce que souvent, les étudiants, si je peux me permettre... Ben oui. Les étudiants, les parents viennent maintenant aux journées, les portes ouvertes. Et maintenant, les parents viennent et puis ils sont très stressés. Qu'est-ce qu'on fait avec le métier de sociologue? C'est quoi la sociologie? C'est vrai que c'est difficile à expliquer en 8 minutes ou en 30 secondes. Oui. Et là, c'est un peu de répondre à cette question-là. De voir qu'est-ce qu'on fait en tant que sociologue. Et puis, c'est aussi... montrer qu'est-ce qu'on fait, puis c'est pas si sorcier que ça.
qui termine ce 3e épisode. Je vous l'avais dit au début, vous l'avez entendu pendant la drôle d'entrevue avec Barbara Thériault. J'ai eu finalement ma coupe de cheveux et ça a été vraiment un moment très, très rigolo parce qu'évidemment, on a jasé de sa démarche, de sociologie. Je ne pouvais pas l'enregistrer parce que j'avais mon espèce de truc là, pour pas que les cheveux tombent sur mes vêtements. Je pouvais difficilement tenir un micro et tout. Mais on a convenu d'une nouvelle chronique sur une chronique sociologique. Démocratiser, rendre accessible la sociologie. Je suis très content. C'était pas du tout... je ne m'attendais pas à ça. Moi, je m'attendais seulement à ce qu'elle vienne nous présenter le magazine Ziggy. Mais voilà, c'est la beauté de ce projet-là. C'est organique. On rencontre des gens un peu champ gauche, souvent des gens qu'on n'entend pas ailleurs. Alors, je suis très heureux. Vraiment, ça a été une belle rencontre. Belle coupe de cheveux également. C'est vraiment drôle. Je me suis jamais fait couper les cheveux par une prof d'université. Donc, c'est une nouveauté. Merci donc à Barbara. On va la retrouver dans quelques semaines, le temps qu'elle prépare sa chronique. Elle a déjà un sujet en vue, mais je vous en dis pas plus. Merci à Hélène. Je suis vraiment content qu'Hélène soit encore avec nous cette saison-ci. Puis je sais que vous êtes content aussi. Vous l'aimez beaucoup. Et merci à Alain Vadebocar également pour son essai Prendre soin qui est disponible, publié chez Lux et disponible bien sûr dans toute librairie indépendante. De grâce, n'achetez pas vos livres chez Costco. Contentez-vous d'y acheter des maudits gros pots de mayonnaise. Et on termine en musique avec un groupe que j'ai vu hier soir à la Tulipe, le groupe Soons, groupe de Montréal. Très bon groupe à Montréal. On parle souvent d'Arcade Fire. On parle souvent d'Arcade Fire. Là, ces temps-ci, on a parlé d'Arcade Fire pour pas nécessairement des belles raisons. Soons, je pense que c'est les chefs de file de ce rock montréalais anglophone avec Bessner Lakes aussi. Et des groupes qui roulent quand même depuis 2009, 2010, 2011. C'est le cas de Soons. Mélange très très bien deux choses qui sont difficiles à faire, je trouve, musicalement. C'est-à-dire marier la sensibilité électronique, mais vraiment électronique, je dirais, plus intellectuelle, et le rock. Les guitares, habituellement, c'est pas toujours heureux, c'est rarement heureux, et je trouve que Soons le font très très bien, et particulièrement sur scène, sur disque aussi, mais sur disque, je trouve que l'aspect électro prend peut-être plus de place, dont une certaine froideur dans les ambiances, et le chanteur aussi, sa voix, il y a des effets à peu près tout le temps, alors ça joue aussi dans ce sentiment de froideur, mais quand on les voit en spectacle, quand on les voit live, là, on est dans la froideur, mais c'est une froideur, je dirais peut-être luminescente. Je ne sais pas si on peut dire ça. C'est vraiment, vraiment un mélange intéressant. Et je vous propose donc un extrait de l'album Old Still qui est sorti en 2016. La chanson Instrument, qui je crois résume bien un peu ce que fait, pour ceux qui ne connaissent pas Soons, vous allez avoir une très bonne idée, puis ça va peut-être vous donner l'envie d'approfondir un peu la discographie. Alors voilà, on se laisse sur Soons. Et nous, j'ai déjà hâte de vous retrouver dans vos oreilles la semaine prochaine. Look at the sky, look at the sky. I wanna believe, I wanna believe, I wanna receive, I wanna receive. If I don't kneel till the other times keep us together. Instrument, instrument. Now where do I begin? I'm weak. What can I say? How can I change? Shame is not the same. 'Cause if you don't kneel to the other times that keep us together. Instrument, instrument.
in